mais je pense que ça devrait aller. Alors, juste, je vous présente rapidement parce que je ne l'ai pas encore fait et ensuite, je vous laisse la main. Ouais, bien sûr, je vous en prie. Donc, on va entendre à présent Paul-Antoine Colombani qui, parlant de la même thématique, va nous en parler de façon tout à fait différente parce que cette fois, il s'agit d'une séquence tirée d'un cours d'université. Donc, intitulé La part mythique du jeu vidéo, une création efficace. Paul-Antoine Colombani est docteur en littérature comparée. Il a mené pour sa thèse une étude comparée entre mythologie grecque et jeux vidéo. Il poursuit actuellement ses recherches en postdoctorat à l'Université de Liège et il travaille sur les enjeux poétiques et philosophiques du jeu vidéo en réfléchissant notamment à la forme et à la place du mythe en tant que création efficace et agissante. Donc, aujourd'hui, il va nous parler de son intervention par rapport à un cours universitaire. Et du coup, on va voir une autre approche complémentaire par rapport à l'intervention qu'on a eue de Romain Vincent, puisque cette fois, il s'agit d'utiliser le jeu vidéo qui a un rapport avec l'Antiquité pour construire un discours théorique autour d'une question hautement philosophique, la place du mythe. Pour évaluer la part mythique du jeu vidéo, il va confronter deux œuvres, The Last of Us, qui est un jeu vidéo, et l'Odyssée, et comparer leur rapport à la condition humaine. Voilà, je vous laisse la parole quand vous voulez. Super, merci. Alors j'ai juste une petite, petite évolution, bon, c'est pas grave. J'aurais pas le temps d'utiliser The Last of Us voilà, et l'Odyssée. Non, c'est moi, j'aurais dû vous prévenir. Et je me concentrais sur un autre jeu, mais c'est pas, voilà, c'est pas très grave. Donc effectivement, ça a été dit. Alors attendez, je me mets juste voilà, en condition. Hop. Donc le titre de la communication, hein, donc cette réflexion autour de la part mythique du jeu vidéo, une création efficace. Je reviendrai en conclusion sur ma définition, ou en tout cas mon appréciation de ce qu'est cette création efficace. Bon, est une référence à mes recherches que j'ai menées donc pendant ma thèse et qui sont donc devenues ces recherches le temps de quelques heures, enfin le temps exactement de 2 heures, un cours donné à l'Université de Liège, dans le cadre, mais ça a été dit, de mes fonctions de post-doctorant, au Liège Game Lab, qui est en fait un laboratoire de recherche spécialisé dans le jeu vidéo et plus généralement dans la médiation culturelle, mais à partir du jeu. Donc, cette présentation va se faire en 2 parties. Je vais d'abord, en première partie, présenter un petit peu les modalités, plus précisément en fait la méthode d'enseignement à distance qui a été mise en place, suite évidemment à la pandémie et au confinement. Et ensuite, alors, je suis moins calé sur cette partie-là, on va dire. C'est moins mon champ de réflexion. Et ensuite, je parlerai vraiment du fond de jeu, c'est-à-dire du mythe, en prenant comme point d'appui le jeu vidéo. En 2 mots, pour vraiment résumer ce que je vais dire dans cette deuxième partie, l'objectif consiste vraiment à distinguer la mythologie du mythe, c'est-à-dire que le mythos, alors le mythos c'est le terme qu'on utilise dans la poétique d'Aristote, eh bien on va pouvoir essayer de le traduire autrement a priori que par mythe, ce qui est la traduction la plus logique, un mythos, mythe, eh bien on pourra essayer de le traduire par fable ou par histoire, si on prend la traduction de Michel Magnin. Et à partir de là, si on fait ce choix de termes comme fable ou histoire, on voit qu'on peut essayer de se dégager d'un cadre mythologique qui a effectivement vu naître le mythe, ça c'est une évidence, mais dans lequel il peut essayer de dont il peut se dégager. Et c'est exactement cette idée-là, vite résumée quand même, mais que précise la poétique quand eh bien, le philosophe dit que le mythe est l'âme de la tragédie. On verra que à partir de là, on peut essayer de cette expression-là, on peut essayer de dégager une réflexion beaucoup plus large sur ce qu'est le mythe en le dégageant justement de ce substrat tragique et en fait de ce substrat lié en fait à la mythologie. Alors le cours s'intitulait exactement Pour une philosophie de la création, enjeux poétiques et philosophiques, et il dépendait de la matière qui s'appelle Histoire et pratique du jeu vidéo, donnée à des étudiants de première année, donc à l'Université de Liège, par différents intervenants en Game Studies, donc spécialisés dans les recherches en jeux vidéo, soit du Liège Game Lab, ce qui était mon cas par exemple, soit par des intervenants extérieurs, essentiellement français.
Alors en fait, en raison du confinement, si vous voulez, le cours, pour ma part, c'est scindé en 2 moments. Le premier sera le plus rapide et puis je reviendrai un peu plus longuement sur le deuxième moment qui, à mon avis, est le plus intéressant. La première fois, un petit peu par manque de temps, mais je ne rentre pas sur les problèmes techniques, on peut imaginer suite à un confinement, donc on est sur un cours en présentiel dans un amphi, on doit basculer presque du jour au lendemain dans un cours à distance. On peut imaginer les petits problèmes techniques que ça suppose. Et donc, dans un premier moment, il s'agissait pour moi de fournir aux étudiants par mail des slides avec une narration. Ça, je vais vous le montrer. Alors, je vais pas. Alors, je peux pas partager. Bon, c'est pas grave. Alors, attendez, s'il vous plaît. Non, non, mais sinon, je le montrerai à la fin. Je continue, j'enchaîne, et puis c'est pas très grave. Vous inquiétez pas. Donc, en gros, il s'agissait de fournir aux étudiants des slides, donc un PowerPoint avec une narration, c'est-à-dire ma voix par-dessus, qui racontait un petit peu ce qu'on voyait à l'écran. Alors, pour être très franc et très clair, bon, ça a été un échec absolument total, parce qu'en fait, j'ai tenté en 2 heures de mettre absolument toute ma thèse. Les futurs docteurs auront probablement ce même problème, qui est un peu le syndrome du chercheur. C'est-à-dire que globalement, on va essayer de tout dire de manière tellement brutale, dans un temps qui est très ramassé, 2 heures, c'est pas très long, que c'en était absolument indigeste. C'en était indigeste pour moi de le faire, pour préparer ce cours, et indigeste, je pense, pour les étudiants. Et les échos que j'ai pu avoir ensuite, vraiment dans le cadre de ce premier moment, bon, sont assez clairs sur le fait que c'était pas, voilà, mon cours était loin d'être vraiment, enfin, il était probablement intéressant, enfin, j'imagine, mais un petit peu dur, à saisir et à comprendre. En fait, le plus dur dans ce premier moment, hein, ça consiste à produire un contenu sans pouvoir en fait interagir avec les étudiants eux-mêmes, en n'ayant en fait aucun retour ni aucune finalité sur ce que je faisais. Je leur envoyais un contenu, mais je ne savais même pas s'ils allaient vraiment le regarder. J'avais aucun échange possible avec eux. Bon, je n'en tiens, enfin, la faute n'en revient pas du tout au Liège Game Lab, mais c'est moi qui ai tout simplement mal préparé ce cours. Finalement, le Liège Game Lab me donne l'opportunité de proposer, comme les autres intervenants, ce cours sur la chaîne Twitch du laboratoire. Bon, Twitch, je ne rentre pas dans le détail, mais enfin, c'est un service de streaming de contenu vidéo spécialisé plutôt sur le jeu vidéo. En fait, l'intérêt, c'est sur ce point-là que je vais m'arrêter. Donc là, vous voyez bien qu'on est dans le deuxième moment, hein, c'est de donner le cours en direct à un public plus important et plus diversifié, avec des sessions de questions-réponses et la possibilité, évidemment, de conserver l'intégralité du cours qui est ensuite disponible sur la chaîne YouTube du Liège Game Lab. Alors, je vais commencer par la fin. Possibilité de conserver l'intégralité du cours. C'est tout à fait intéressant pour un chercheur de mettre à disposition aussi bien des spécialistes ou aussi bien des béotiens qu'à des néophytes, et bien sur un dispositif assez connu comme YouTube, eh bien ces travaux, sachant que là en l'occurrence, eh bien entre le moment où je donne le cours sur Twitch et sa disponibilité sur YouTube, il y a à peu près une semaine. Alors qu'on sait que généralement, quand on écrit un article dans une revue universitaire, bon, ça va prendre généralement 1 voire 2 ans le temps qu'il soit publié. Donc, on a énormément on va avoir effectivement beaucoup de recul par rapport à ce qu'on a dit, ça c'est une évidence, dans le cadre d'un article, mais on peut tout simplement ne plus forcément être d'accord avec ce qu'on a dit. Et puis, c'est très différent d'écouter un contenu comme ça un petit peu je sais pas, qu'on prépare à manger, un peu en dilettante, que de devoir se concentrer sur un article, ça prend plus de temps, bon, etc. Donc, d'abord, il y avait cette possibilité-là qui, moi, en l'occurrence, était extrêmement intéressante puisque généralement, dans le cadre d'un postdoc, c'est un petit peu à ce moment-là où on fait la promotion de son travail, ce qu'on n'a pas pu faire pendant la phase de rédaction de la thèse, parce que bon, on est enfermé chez soi, donc bon, on ne voit pas tellement la lumière du jour, donc on est plutôt concentré sur ça, donc on n'a pas le temps de rendre disponible ce qu'on a fait. Donc ça, c'était le premier point. Et ensuite, je prendrai les 3 autres, donc public plus important, plus diversifié et session de questions-réponses comme un grand ensemble. Public plus important, bon, ça me paraît somme toute logique, c'est-à-dire on passait de 7 à 8 étudiants pour cette matière-là à peu près, eh bien, en moyenne, 40 voire 50 personnes sur Twitch, c'est quand même un peu plus conséquent. Et forcément, qui dit public plus important, dit public plus diversifié. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi bien des chercheurs
des spécialistes en game studies que simplement des gens qui aiment bien le jeu vidéo ou qui veulent un peu se mettre au courant de ce qu'on est capable de faire en recherche sur le médium, ou qui ont simplement envie de s'interroger sur ce qu'ils font parfois 2-3 heures par jour. C'est pas plus. Et donc, en fait, cette présence, cette importance donnée à cette diversité du public obligeait, mais c'est encore une fois une bonne chose, à mettre en place des sessions de questions-réponses pendant le cours. Donc, généralement, le cours durait 2 heures, toutes les demi-heures à peu près. On stoppait, je stoppais ma locution, ma logorée pour, à ce moment-là, intégrer vraiment des questions et un échange. Dès lors, c'est la variété des échanges qui permet de revenir de manière soit plus détaillée, soit par un effet de dézoom, sur les différents aspects, sur les différentes réflexions qu'on a essayé de proposer. Et vous comprenez que, en l'occurrence, moi j'ai travaillé sur les liens entre mythologie et philosophie. Alors la philosophie, ça peut être un peu compliqué à comprendre, même si moi j'essaie au maximum de faire un travail de vulgarisation, mais je vais en reparler. Mais bon, on va quand même être un petit peu obligé de réexpliquer certains points. En fait, on est presque nécessairement obligé de proposer justement un travail de vulgarisation qui se fait en 2 temps. En amont, quand on prépare le cours, d'autant plus quand moi j'ai eu cette expérience de faire, dans ce premier moment, de faire ce cours et puis de l'envoyer à des étudiants et d'avoir comme ça des retours comme quoi ils n'ont pas tout compris. Donc, évidemment, le travail de vulgarisation devient absolument nécessaire. Donc, un travail de vulgarisation en amont et ensuite ce même travail-là pendant la session de cours. Puisque globalement, quand vous voyez apparaître sur le chat, ce qui permet, comme là, d'échanger entre le professeur, on va dire l'intervenant, et le public, que vous voyez apparaître sur le chat quelqu'un qui vous dit là j'ai pas compris ce qu'il a raconté, forcément si vous êtes un peu pédagogue, vous allez être obligé de revenir, donc de réexpliquer ce que vous avez dit. Donc travail de vulgarisation en amont, pendant, et enfin en aval, un travail de conciliation des données à partir des questions et des retours qu'on peut avoir. Ici, de retourner voir ce qu'on a fait justement via la chaîne YouTube, de prendre note sur ce qu'on a dit, là où on a été bon, là où on n'était pas bon, et de voir si tout ce qu'on a voulu expliquer était clair. Donc ça, moi, ça m'a contraint, ça m'a obligé, et je crois que c'est une bonne chose, à adopter un langage et un vocabulaire moins technique, moins techniciste, ce qu'on est parfois un petit peu contraint, là encore, dans des revues universitaires, dans des articles. Et en fait, on se rend compte à ce moment-là qu'on justifie sa position et son rôle auprès du public, comment dirais-je, moins par un rapport d'autorité que dans notre capacité à interagir, à réfléchir, à infléchir avec des publics différents, c'est-à-dire à s'adapter. Alors, j'aime pas trop le terme d'adaptation, d'adaptabilité, c'est un peu vulgaire, mais et puis en plus c'est utilisé par des ministres, voilà, bref. Mais en même temps, on était quand même dans cette situation-là, on est obligé de s'adapter à différents publics et de revenir même sur notre capacité à proposer du contenu qui soit discernable par un maximum de personnes. Bon, je m'arrête là, je précise juste une chose que j'aurais pu dire au début, c'est que dans le cours en présentiel, donc avant justement le confinement, ce que moi donc j'ai pas fait, ce que j'ai pas donné, il y avait une interaction entre les étudiants et le jeu. C'est-à-dire généralement ça se passait de la manière suivante, les intervenants présentent un concept ludique, c'est-à-dire une dynamique de recherche liée aux études du jeu. Et ensuite, il y a une phase, donc ça c'est vraiment la phase théorique, et ensuite une phase pratique, on prend un jeu comme un exemple. Et c'est exactement ce que je vais faire. Alors évidemment, là on ne peut pas jouer, sans doute, ce qui était le cas généralement dans le cours en présentiel, où on donnait la possibilité aux étudiants de jouer. Alors effectivement, quand on est passé en distanciel, vous vous doutez bien que cette pratique était devenue impossible. Donc généralement, on allait proposer des contenus vidéo, c'est-à-dire soit des cinématiques, soit des séquences de gameplay beaucoup plus ramassées, dans lesquelles évidemment on ne jouait pas, qu'on prenait sur YouTube par exemple, pour essayer de mettre en matière, ou en tout cas d'exemplifier ce qu'on était en train de dire. Alors, ça c'était le premier point, c'était la première partie. Je viens maintenant sur vraiment le fond de jeu, sur le fond de ce cours. Alors, à rebours, aujourd'hui, quand je me suis replongé un petit peu dans ce cours que j'avais donné, c'était en mai, je me suis rendu compte que je pouvais le résumer par une question finalement assez simple, qui est la suivante, qu'attendons-nous de la mythologie aujourd'hui?
en fait, qu'espérons-nous qu'elle puisse nous transmettre par le biais de médiateurs, le médiateur que j'ai choisi étant ici le jeu vidéo. Si je devais caricaturer, mais on commence toujours comme ça, mon propos, je dirais que la mythologie grecque, évidemment, paraît se limiter dans le jeu vidéo à un bestiaire monstrueux, centaure, minotaure, satyre, cyclope, etc., dont on se rend compte à quel point ils ont été dégagés d'un substrat mythologique grec, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir dans des jeux vidéo un centaure, un minotaure, un satyre ou un cyclope, sans que ce soit une référence évidente à la mythologie. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, à la figure de ce qu'on appelait encore dans les années, alors jusqu'aux années 2000, 90, 2000, le héros civilisateur, la terminaison ayant un petit peu disparu. Bon, on atteste le dictionnaire des mythologies publié au CNRS qui ne mentionne plus la figure civilisatrice du héros. Il le nomme autrement. Alors, le terme ne me vient plus, mais bon, il se trouve assez facilement. Je retiens sur cette figure civilisatrice du héros, je retiens 2 ouvrages, parce que ça peut intéresser. D'abord, Héraclès aux portes du soir, de Colette Jourdain-Hannequin, qui sa thèse, et enfin, de Claude Callame, Thésée et l'imaginaire athénien, qui sont 2 références, si vous voulez un petit peu, notamment entendre parler de ce héros civilisateur, de la figure civilisatrice du héros. Ce que je vais maintenant montrer, c'est qu'on trouve une représentation à minima de ce type de héros dans le jeu vidéo. C'est-à-dire celui qui parcourt des territoires et des lieux fictifs afin de défaire le monstrueux. Alors, on pourrait longuement épiloguer sur ce qu'on entend derrière le monstrueux. En fait, ce que je désigne ici par le monstrueux, c'est en grec ce qu'on appelle, c'est le terme grec de kakomorphos, on pourrait traduire simplement par kakomorphique, qui est bien une référence au mot cacophonie. Donc, la cacophonie, c'est la dissonance des sons. Bon, la cacomorphie serait la dissonance des formes. C'est-à-dire que visuellement, le monstrueux signifie qu'il est un monstre. Donc, ça serait l'idée de faire parcourir par le joueur, donc par le héros en fait, des territoires et des lieux fictifs où il trouve justement cette dissonance physique. Après, on pourrait juger à partir de là pourquoi justement cette dissonance physique qui est importante, mais qu'importe. Et ce qu'on appelait dans l'Antiquité le vice ou le vicieux, c'est-à-dire celui qui n'est pas moi et dont je ne perçois aucune trace d'humanité. Et donc justement cette déformation physique doit rendre compte. Donc si en fait le médium jeu vidéo a évacué toutes les caractéristiques définitionnelles et édifiantes du héros mythique, ça c'est ce qu'explique Colette Jourdain-Hannequin et Claude Callame, qui étaient ces caractéristiques définitionnelles et édifiantes étant à destination du spectateur. On retrouvait par exemple dans l'Odyssée, dans les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes, ou dans une autre antiquité un petit peu plus tard chez Plutarque, eh bien on se rend compte que si toutes ces caractéristiques ont été évacuées, on se retrouve toujours avec les actions du héros civilisateur qui sont devenues, si vous voulez, un invariant presque du jeu vidéo, c'est-à-dire cette capacité, cette possibilité d'action en fait à parcourir un territoire et à supprimer tout ce qui est sauvage, tout ce qui est déviant. Alors, il ne faut pas se tromper sur ce que je dis quand j'écris ici que Thésée, Hercule ou Ulysse sont édifiants. Ils ne le sont pas en tant qu'ils sont des exemples à suivre, plutôt des exemples à observer, c'est-à-dire des modèles de l'humanité dont on doit percevoir, et c'est évidemment le cas dans toute la tragédie, soit Sophocle, Échille, Euripide, etc., on perçoit tous les atermoiements, les erreurs qu'on pourrait en fait quantifier ou résumer à travers le terme grec hubris, c'est-à-dire la démesure dont font preuve Hercule ou Ulysse. Alors, je vais prendre un exemple tant qu'à faire, pour parler un peu de l'Odyssée. On évoquait le personnage d'Ulysse. Bon, on se souvient tous de ce qui se passe à un moment donné dans l'Odyssée. Ulysse se retrouve face à des cyclopes, et enfin face à un cyclope en particulier, et il va à ce moment-là, pour se protéger, il va le tromper, il va le duper en disant qu'il s'appelle Outis. En grec, Outis, ça veut dire personne. Il va user de ce qu'on appelle la métisse. Je ne rentre pas là-dedans, ce serait trop long. Et finalement, Ulysse réussit à s'en sortir. Bon, il réussit à s'en sortir plus ou moins avec ses marins. Il retourne au bateau qui a permis d'accoster près de l'île des Cyclopes. Il se retire un petit peu, il va au large. Et là, il prend la parole. Il va héler le Cyclope en lui disant « Je suis Ulysse, fils de Laërte et roi d'Ithaque ». Et là, en fait, il fait bien preuve d'une démesure, de l'oubris, d'une action hubristique, puisqu'il ne devrait pas, dans cette mer des monstres, dans ce monde larvaire, je renvoie au temps mythique
chez Paul Veyne, par exemple, eh bien, il ne devrait pas révéler son identité. C'est-à-dire, il ne doit pas révéler qui il est. Il est bien dans ce territoire-là, eh bien, il n'est bien personne et il ne pourra révéler véritablement qui il est que quand il retournera sur la terre des hommes. Donc, ça, c'était juste pour vous donner un exemple de ce qu'on appelle l'hubris. Et donc, justement, tous ces atermoiements, toutes ces erreurs, et bien plus que ça chez les héros, hein, eh bien, témoignent d'une faiblesse qui est presque consubstantielle à l'humanité, plus que ça, qui témoigne presque d'une parenté avec le monstrueux, avec justement cette déviance qui caractérise le monstre. Sauf que le héros, lui, en prend conscience, il peut s'en détacher, voire la combattre, et viser ce que les Grecs. Donc là, on est bien dans le, parce que au cas où c'est pas clair, hein, on est bien vraiment dans le texte mythique, hein, dans les textes antiques, hein, on n'est pas du tout dans le jeu vidéo, et viser ainsi ce que les Grecs nomment l'arrêté, c'est-à-dire la perfection. Par exemple, quand il acquiert l'arrêté, la perfection, c'est parce qu'il acquiert l'arrêté pendant son voyage de Trézène à Athènes, en défaisant les monstres de l'Attique, que Thésée peut notamment réclamer son trône et être reconnu par son père, hein, Égée, qui est lui-même une représentation, avec toutes les modalités que ça suppose, de la vertu. Grosso modo, la perfection reconnaît celui qui travaille à le devenir, à devenir parfait. Du côté du jeu vidéo, je fais référence en fait à des productions vidéoludiques, et je vais prendre un exemple juste après, hein, où le héros institue, et on voit qu'il y a une distinction qui se met tout de suite en place avec le texte antique, où le héros institue doit nécessairement instituer ce qui n'est plus un rapport de force, donc c'est-à-dire comme on avait dans le texte le héros et le monstre, mais un rapport de destruction, d'oblitération totale de ce qui n'est pas lui. En fait, on s'éloigne d'une espèce de dialectique humain-inhumain, ou humain-monstre si vous voulez, pour celle de deux altérations totales, de deux destructeurs, le héros contre le monstre, le héros versus le monstre. J'ai bien dit au début que je caricaturais exprès le jeu vidéo. On a d'autres modalités d'expression qui peuvent exister. Mais en tout cas, c'est celles-là qui sont les plus prégnantes et que j'ai pu étudier dans le cadre de ma thèse, que j'ai pu rendre compte dans le cadre de ce cours, même si dans ma thèse, en même temps, j'essayais de montrer la possibilité qu'avait le jeu vidéo de se dégager de cette comment dirais-je, relation un petit peu finalement dichotomique entre héros et monstres, d'en avoir un rapport qui soit beaucoup plus proche de la mythologie elle-même. Alors, l'exemple qui m'avait particulièrement marqué, que j'avais étudié, c'était une production d'Ubisoft. Bon, on parle toujours du même éditeur. C'est le jeu vidéo The Division qui déploie. Alors, j'ai pas le temps de vous expliquer en grosso modo en quoi consiste le jeu. Le jeu Division va permettre de déployer, va déployer symboliquement, de manière allégorique peut-être, une figure héroïque qui va être chargée de reprendre la ville de New York, qui a été, dont la population a été a disparu, enfin a été tué plutôt par une pandémie. Bon, le jeu est paru il y a 4-5 ans. Hein, voilà. Donc chargé de reprendre la ville de New York à d'autres humains violents et destructeurs, en fait des gangs, qui se sont installés dans cette ville, qui se sont accaparés la ville de New York. Donc on est vraiment dans des phases de combat où on va récupérer petit à petit tout ce territoire qui a été abandonné aux humains, qui sont en fait une variante humain de monstres. Et en même temps, on va devoir reconstruire un camp qui, pour moi, symbolisait justement un espace de civilisation, un espace civilisationnel, pardon. Et justement, les interactions signifiaient cette distinction entre territoire sauvage et territoire de civilisation. Il était intéressant, par exemple, qu'en termes vraiment de gameplay, l'arme, donc l'arme à feu, qui est le principal, pour pas dire le seul moyen d'interaction dans le jeu, va être absolument inutilisable dans le camp. Et visuellement, va se ranger dans le dos ou dans le sac à dos, je ne me souviens plus, du joueur. Alors, il faut être très clair, c'est-à-dire il s'agit effectivement d'un effet esthétique, d'un effet immersif, réaliste, même si parler d'immersion pour le jeu vidéo est à mon avis un peu osé, mais qu'importe. Ça, c'est un fait indéniable, c'est-à-dire que je ne vous dis pas que les développeurs avaient en tête cette séparation espace sauvage, espace de civilisation, et en fait, à la limite, j'ai envie de vous dire qu'importe, c'est pas ça qui compte. Ça peut être intéressant dans une autre dynamique, mais pas dans celle que moi je défends ou dans celle que je propose. Donc, il s'agit effectivement d'un effet esthétique, réaliste, mais qui ne doit pas occulter dans une pratique interprétative eh bien, une tendance plus profonde,
C'est-à-dire que eh bien, dans le camp, quand on rentre dans ces espaces-là, l'interaction passe de l'arme, des mains, en fait, à la bouche. C'est-à-dire que dans le camp, on va pouvoir dialoguer avec des personnages non joueurs. C'est des personnages qui sont, pour le dire rapidement, contrôlés par l'IA du jeu, l'intelligence artificielle du jeu, ou alors on va pouvoir dialoguer avec d'autres joueurs. Et ça rend compte véritablement de cette dichotomie, de cette séparation extrêmement franche qu'on n'avait pas justement, enfin qui était moins prononcée en tout cas entre héros et monstres, et entre deux espaces qui est d'un côté l'espace de civilisation du texte antique et en même temps, donc qui est généralement la ville, la police, et l'espace sauvage dans lequel va devoir se rendre le héros. Là, il y avait bien une séparation, mais on voit qu'il y a une interrelation entre les deux. Là où dans le jeu vidéo, la séparation est beaucoup plus franche entre territoire espace sauvage et territoire civilisé. Où, encore une fois, cette séparation est rendue par les actions. En dehors du camp, c'est le moment où l'arme se dégaine et le dialogue est remplacé par une arme à feu et en fait par des balles. C'est précisément à ce titre-là, ce que j'expliquais dans le cours, que le héros peut être considéré comme aussi déviant que celui qu'il combat. Si toute l'intrigue, l'environnement, les lieux et les adversaires et les bandes annonces du jeu, en l'occurrence de The Division, présentent un héros vertueux, défenseur caricatural de la veuve et de l'orphelin, les actions qu'il réalise, c'est-à-dire en fait son agir, excusez-moi, font le chemin inverse de la vertu au vice. C'est-à-dire le héros cède à la violence de l'inhumain par une violence identique, sinon décuplée. C'est-à-dire qu'il ne rentre jamais en relation avec l'ennemi, ou alors c'est une relation qui est uniquement violente, qui passe uniquement par l'utilisation d'une arme à feu, c'est-à-dire dégainer son arme et tirer. Cela dit, l'ennemi fait la même chose. C'est pour ça que je dis qu'il y a le héros n'incarne plus l'altérité, il n'est plus le miroir inversé du héros, mais devient finalement son jumeau. À l'inverse, un héros comme Thésée entame toujours un dialogue avec son adversaire, qui se conclut certes par un conflit, mais dont la légitimité passe en fait par un échange préliminaire et la recherche justement d'une conciliation. Même si, bon, généralement, ça finit toujours mal. Alors, à partir de là, à partir de cet exemple, on comprend bien, et c'est à ce moment-là que je dégage le mythe de la mythologie, que je ne me restreins pas aux productions vidéoludiques ayant un cadre mythologique. God of War, bon, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment l'exemple caractéristique de ce jeu empruntant à la mythologie, et que moi j'ai fait le choix alors d'étudier, mais que je n'ai pas intégré dans ma thèse. C'était un choix de dire, non, je ne vais pas m'intéresser à ce jeu-là, puisque précisément, ce n'est pas cette démarche-là que je suis, mais je me réfère plutôt à une plasticité mythique ayant fait infuser dans les pratiques médiatiques, et en fait beaucoup plus largement, mais je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, dans les structures sociales elles-mêmes, certaines caractéristiques du mythe. Je continue un petit peu. Il faut, à ce moment-là, je fais un petit détour par la tragédie. Il faut rappeler à quel point la tragédie lattique, la seule tragédie qui nous est parvenue, puisque on a appelé improprement tragédie grecque, mais qui est d'abord la tragédie de la ville d'Athènes. Évidemment, l'épopée et la comédie avaient un rôle essentiel dans la police, d'ailleurs dans la cité. C'est référence justement à ces structures sociales. Alors, je vous disais, j'ai pas le temps de développer. Pour ceux que ça intéresse, je sais qu'il y a beaucoup de distinctions qui peut s'établir sur le rôle qu'avait la cité, qu'avait la tragédie dans la cité. Je m'appuie essentiellement sur les travaux de deux philosophes. Le premier, qui est un philosophe grec contemporain, qui est mort dans les années 90, qui s'appelle Cornelius Castoriadis, excusez-moi, et Sophie Klimis, qui est une philosophe belge, qui est une philosophe, mais aussi une commentatrice d'Aristote et de Castoriadis. Alors, je me suis plus intéressé au premier, à Castoriadis, qu'à Sophie Klimis, afin justement de m'approprier, et c'est là où je n'ai pas le temps de développer, le rôle de la tragédie et de faire correspondre ce rôle-là à ma réflexion sur la finalité du jeu vidéo, sur le rôle qu'il doit avoir dans la cité, dans nos structures sociales, et plus généralement sur ce que j'appelle la création. C'est-à-dire, si je devais résumer cette question, référence à l'autre question que j'ai posée au début de mon explication, c'est-à-dire qu'attendons-nous de la mythologie aujourd'hui? On pourrait la reformuler en se demandant, mais qu'attendons-nous en fait de la création? Et à partir de là, d'un des modèles de la création, c'est-à-dire le jeu vidéo. Alors, peut-être pour vous donner un synonyme, mais qui en fait, n'est pas vraiment ça, mais pour que ce soit peut-être plus clair, quand je parle du mot création, le mot qui serait le plus proche
mais je fais le choix de l'occulter parce que c'est pas un terme que je maîtrise, c'est celui d'art, tout simplement. À la limite, il faudrait revenir vraiment à l'étymologie du mot art, c'est-à-dire simplement faire, en enlevant tout le substrat philosophique qui s'est surajouté derrière, toute la sédimentation. Je pense à Kant, par exemple, qui a beaucoup parlé de l'art. Bon, ça, je l'évacue pour vraiment prendre le terme dans son sens le plus simple, le plus classique. Art veut dire faire. Et vous comprenez à ce moment-là que comme je ne peux pas m'approprier, ou en tout cas je ne veux pas m'approprier le terme, je préfère en utiliser un autre que j'arrive plus facilement à définir. Donc à ce moment-là, si on devait faire la généalogie de ce que j'appelle moi la création, eh bien ça suppose, mais c'est ce que je vous ai montré, de revenir à la tragédie, de revenir à l'épopée, et en fait de revenir tout simplement à la poétique d'Aristote, qui évidemment déploie toute une réflexion sur la tragédie, sur l'épopée et sur la comédie. Et il devient nécessaire à ce moment-là de se demander quelle est la finalité, quel est le but et les objectifs de la création, de l'art à l'intérieur de notre espace social et politique. En fait, si vous voulez définir le jeu vidéo comme 10e art, c'est sympa. Enfin, je veux dire, on est tous d'accord pour le faire et ça paraît intéressant. Mais à mon avis, ça n'a pas beaucoup de sens ou ça a un intérêt relativement limité si on ne se demande pas avant qu'est-ce que l'art peut faire pour nous d'abord et ensuite qu'est-ce qu'il peut faire dans nos constructions sociales, dans la relation que l'on institue avec la société, puisque la société, je rappelle les travaux de Norbert Elias, le sociologue Norbert Elias, eh bien, c'est toujours nous qui la bâtissons dans nos interrelations et dans nos propres constructions d'imaginaire. Et donc, on en revient à ce moment-là, à travers Aristote, même si je n'ai pas eu le temps de vraiment expliciter, mais qu'importe, on en revient au mythos, donc à ce mythe, à cette fable, à cette histoire, en tant qu'il est une création qui doit agir sur le spectateur. Mais ça, dans la philosophie d'Aristote, c'est relativement clair, c'est peut-être le seul truc qui est clair d'ailleurs, où justement, il y a bien cette idée chez Aristote que toujours la tragédie agit sur le spectateur, sur celui qui la contemple, soit par un effet qui est de l'ordre de la catharsis. Il ne s'agit pas de s'attarder sur le rôle spécifique de la catharsis, il s'agit juste de dire que la catharsis, c'est bien la preuve, parce que ça fonctionne, qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un mouvement, une interrelation qui se met en place entre l'œuvre d'art, la tragédie ici, mais on peut avoir une vision beaucoup plus générale en se dégageant des réflexions d'Aristote sur la tragédie pour essayer de développer un espèce de sens universel, ce qui a été le cas à la Renaissance par les poètes italiens de la Renaissance. J'en cite un des plus connus qui est Torquato Tass, dit le Tasse, qui avait justement cette volonté de dégager le mythe, le mythos de son substrat mythique, ça j'en ai parlé, mais de son substrat tragique, en expliquant à quel point eh bien, ça pouvait tout à fait correspondre à d'autres modalités de création. Paul-Antoine, si vous pouviez conclure en 2 minutes, si possible. Ouais, pardon. Excusez-moi, ouais, je vais vite. Donc, bref, je conclus. De toute façon, j'avais fini. Donc, je donne enfin, c'est pas ma définition parce que ce serait un petit peu osé de parler de définition du mythe, mais en tout cas de ma proposition, de ma formulation de ce que moi j'entends comme étant un mythe. Hein, on va dire que je définis quand même, allez, le mythe comme une création efficace, c'est-à-dire une fable ou une histoire qui développe une harmonie. Alors, l'harmonie, ça veut pas dire que tout fonctionne, enfin, ça veut dire que tout fonctionne ensemble, que toutes les parties, eh bien, c'est-à-dire son intrigue, ses personnages, son gameplay, si on parle de jeux vidéo, son environnement, ces lieux, ces concepts art, et je renvoie aux travaux de Marine Max sur le sujet, forment un tout complet, défini par l'auteur et qui converge vers un sens qui est le sens de l'œuvre. Et juste, je finis sur ça, je dis à la fois que une œuvre d'art, elle déploie une finalité en elle-même et en dehors d'elle-même. En elle-même, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire tous ces éléments, toutes ces parties qui définissent eh bien, le sens de l'œuvre, et en dehors d'elle-même, car le sens de l'œuvre, le sens qu'on va trouver, qu'on va chercher dans l'œuvre, justement ne se trouve pas, mais est toujours à interpréter. C'est-à-dire qu'il s'arrime à nos propres représentations du monde, véhiculées par des structures sociales comme le langage, l'histoire, notre ethos, nos caractères, nos habitus sociaux, notre capacité d'action, etc. Donc on ne trouve jamais ce que l'auteur veut dire, mais on interprète en relation avec l'œuvre d'art. Et après, ça nous amènerait à d'autres réflexions philosophiques que je ne donne pas ici, que je ne déploie pas ici. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup.